Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de votre série estivale Dunk and Friends, format durant lequel on reçoit un invité pour discuter d'un sujet NBA de son choix. Aujourd'hui avec moi j'ai Adrien. Comment ça va Adrien ? Ravi d'être là, donc ça va, et toi ? Ça va très très bien Adrien. Aujourd'hui on accueille Baptiste pour discuter évolution du jeu en NBA. Alors Baptiste, bonjour, comment ça va ? Et puis, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous, merci du fond du cœur pour l'invitation, c'est vraiment un plaisir de venir dans ce podcast référence n'en déplaise à Spotify, on va dire ça comme ça. Chaque invité va nous la faire. Chaque invité va nous la faire. Du coup, je pense que ça a marqué les gens quand on s'est un peu vénère contre Spotify. Du coup, Baptiste, on te retrouve dans le NBA Dreamcast Show que tu as créé. Tous les liens sont dans la description. Et aussi, tu écris pour le roster et on te retrouve sur Twitter où tu fais partie de la team Thread qui balance parfois des threads tactiques sur la NBA. Alors, avant de commencer, le principe de Dunk and Friends, c'est laisser la parole à l'invité, c'est de lui donner la possibilité de choisir un sujet. Aujourd'hui, on va parler évolution de la NBA, on va parler héliocentrisme, on va parler 3&D, on va parler de beaucoup de choses en fait. Pourquoi t'as choisi ce sujet, tout simplement ? Je trouve que c'est... En fait, il y a eu une révolution du jeu, clairement, du tir à 3 points, ça j'apprends ça à personne, il y a quelques années maintenant, mais en fait, on en est bien sorti maintenant, et il y a beaucoup de gens, je trouve, qui gardent en fait cette notion du le 3&D est un joueur très très valuable, et t'as besoin de beaucoup de 3&D dans ton équipe, etc. Et en fait, c'est pas tant le cas, je trouve qu'on est passé un peu dans une nouvelle ère, et le jeu, en fait, malgré que la révolution un peu soit terminée, il continue de changer et il y a une augmentation de l'efficacité qui continue d'augmenter, et cette année je trouve que c'est le bon moment parce que il y a eu un vrai saut dans l'efficacité en point partir, si on prend en point partir ou en true shooting pourcentage moyen de NBA, il y a eu une vraie augmentation, donc je pense que c'était le bon moment pour parler un peu de cette évolution qui est en train d'arriver, qu'on est en train de vivre en fait. On dit pas mieux. On dit pas mieux parce que on te rejoint dans cette idée-là et elle nous a plu. On va être honnête, on a laissé bien évidemment la possibilité aux invités, Adrien, mais ça nous a parlé ce sujet-là. Il nous a parlé directement. Oui, forcément. Baptiste qui parle tu parles des révolutions qu'il y a eu, du fameux héliocentrisme. On a fait un podcast il y a 2 ans, je crois, déjà sur le sujet, avec Tom qui était avec nous. Effectivement, comme tu le dis, Baptiste, finalement, la NBA, elle continue, quoi qu'il arrive, d'évoluer. C'est-à-dire que bon, il y a un peu des faits marquants, comme tu le dis, avec le 3 points, qui a pris une grosse part, parce que les équipes se sont intéressées à la rentabilité mathématique d'un tir, on va dire ça grossièrement. Et puis, voilà, une fois que ça c'est fait, faut continuer à le maximiser. Et puis après, on se rend compte que le basket, quoi qu'il arrive, ça reste un sport collectif, un sport à 5. Et donc pour maximiser le tir à 3 points, tu ne peux pas ne faire que du tir à 3 points. Donc voilà, différentes équipes, différents joueurs avec différents skill sets qui essayent des façons de jouer, voir quelle est la plus efficace ou non. Est-ce qu'on peut toujours parler vraiment d'héliocentrisme ? Voilà, il y a plein de petites questions hyper intéressantes à se poser. Et c'est sympa, Baptiste, que tu aies amené ce sujet, parce que ça nous permet de faire une espèce de mise à jour, nous aussi, sur ce terrain-là, quoi. C'est vrai. Du coup, on mettra dans la description. Oh là là, je vais devoir écrire une vraie description. Ouais, quelle horreur. Du coup, on va mettre dans la description le lien du coup du premier épisode d'héliocentrisme, effectivement, où j'étais accompagné d'Adrien ici présent et de Tom. Alors pour commencer, Baptiste, comment tu définirais la conjugaison est pas très claire, mais en tout cas, comment est-ce que tu définis, beaucoup plus simple, l'héliocentrisme ? Qu'est-ce que c'est pour les gens qui découvrent le terme ? L'héliocentrisme, si tu te bases un peu d'un point de vue très simple, c'est le fait que tout tourne autour d'un joueur, quoi. Et donc que tout le jeu va tourner autour d'un joueur. Donc c'est ce genre de joueur qui a pris de plus en plus d'importance il y a 10 ans jusqu'à maintenant aujourd'hui, où en fait presque c'est des joueurs système en fait. C'est des joueurs système et qui je sais pas si tu veux que je cite des exemples, mais pour ceux qui voient pas, il y a forcément, moi je pense que il y a LeBron forcément, il y a le plus marquant peut-être c'est le Harden de Houston
où là on était vraiment dans du joueur système vraiment à fond. Aujourd'hui t'as encore Luka, etc. Mais après là où c'est intéressant aussi, parce que là je parle de ball handlers qui ont la balle et qui créent tout le jeu, en fait t'as peut-être même plusieurs sortes d'héliocentrisme aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez vous. C'est exactement ça. Moi, c'est ce que j'avais noté. Déjà, de base, c'est quelque chose qu'on avait dit dans le précédent podcast. Alors là, on parle beaucoup, et je pense qu'on va se concentrer là-dessus, sur l'héliocentrisme offensif, parce qu'on avait un peu essayé de théoriser une façon de voir un héliocentrisme défensif, notamment autour de Rudy Gobert à l'époque de Utah. Mais je pense qu'on en est revenu, et puis de toute façon, ça a changé autour de lui, puisqu'il est maintenant à Minnesota. Mais donc, globalement, offensivement, il y a cette idée d'un joueur qui a toute la création autour de lui, comme tu l'as dit Baptiste, donc des Harden à l'époque, des Luka Doncic peut-être plus maintenant, on peut penser aussi à Trae Young, je pense qu'on y reviendra plus en détail, et après, on avait commencé à l'évoquer, et puis moi en recherchant aussi, c'est un peu ce que je me suis dit, c'est que est-ce que autour d'un seul soleil, c'est vraiment pertinent ? Il y a des équipes, et je pense que je reviendrai sur cette histoire tout le long, avec des espèces de recherches mathématiques de la NASA, qui ont eu lieu. Je t'expliquerai en détail peut-être un peu plus tard, mais on se rend compte qu'il y a des équipes peut-être à 2 soleils, à la manière de Tatooine pour les amateurs de Star Wars, peut-être à 2-3 soleils. En tout cas, il y a plusieurs types d'attaques qui sont concentrées sur majoritairement sur certains joueurs, 1, 2, peut-être 3 même. Et donc c'est assez intéressant de voir les petites variantes que ça peut avoir, tout en étant quoi qu'il arrive, des attaques très concentrées sur ces talents-là en priorité, et les autres sont là pour mettre en lumière, pour faire briller, j'ai envie de dire finalement, le soleil. Ouais, c'est là où je rejoins vos exemples, c'est vrai, d'un côté un petit peu à son paroxysme. Je pense que l'exemple que t'as donné, Baptiste, est le bon, c'est celui de Houston d'Harden, qui est l'exemple qui vient directement en tête, et je pense que sur certains aspects on s'en rapproche un peu avec Luka, mais est-ce que selon toi il n'y a pas déjà un peu une légère évolution? Si on prend par exemple l'idée de partir de base du podcast qu'on avait fait il y a 2 ans, mais à grande ligne, on parlait beaucoup du Luka, de Dallas avec Luka, et aussi tu l'as cité, Trae Young avec Atlanta, et il y a eu cette volonté du côté d'Atlanta de faire évoluer ça avec des gens de Temeray. Bon, le coaching de Nate McMillan a montré quelques résistances, mais est-ce que selon toi ça a pas déjà évolué depuis sur les 3-4 dernières années déjà? Bah si, complètement. Aujourd'hui, en fait, il y a juste à prendre les résultats, et même pas que les résultats, il y a 2 choses, il y a les résultats et la construction d'équipe. Le Harden de 2016-17, ils sont Houston, et j'ai pas les stats, mais il doit être top 5 attaque, on va dire, en prenant large, je pense. Et Harden est vraiment le seul créateur de jeu. Je pense que le deuxième créateur, ça doit être Eric Gordon à ce moment-là, voilà. Et Houston fait demi-finale de conf, et fait 3e de conférence, si je dis pas de bêtises. Maintenant, aujourd'hui, Dallas avec Luka, on a bien vu que pendant la première partie de saison, quand il y avait plus Jalen Brunson, quand il y avait plus d'autres créateurs, en fait, les résultats sont beaucoup plus compliqués, et même dans la construction d'équipe, quand tu regardes l'année dernière, après, on va rentrer dans un sujet beaucoup plus poussé, mais à Houston, il y avait personne qui était ne serait-ce que capable de poser un dribble, etc. C'était vraiment des finisseurs, Ariza, PJ Tucker, Capella, etc. Et là, aujourd'hui, à Dallas, tu regardes l'équipe de l'année dernière, il y avait Jalen Brunson, il y avait Spencer Dinwiddie, il y a plein de joueurs, en fait. Il y a Josh Green, moi que j'aime beaucoup. Il y a plein de joueurs qui, en fait, sont capables de faire autre chose que juste sanctionner par le tir ou une menace de lob comme Capella à l'époque, quoi. Donc ça a changé. Ouais, arrive un peu finalement cette histoire de charge de la création sur un seul joueur qui est quand même c'est hyper dur déjà pour le joueur, où donc il faut parce que là on parle d'Harden par exemple, Harden 2018 par là. Donc 2018 avec Chris Paul, mais tout de même c'est un moment où Harden est au top de sa carrière, il est vraiment très très fort, et là justement Harden, on le voit, plus il avance dans sa carrière, plus il vieillit nécessairement, c'est compliqué physiquement, et aussi la charge mentale, c'est compliqué sur le basket, et force est de constater qu'au fur et à mesure il faut peut-être un deuxième créateur. Donc là Philly par exemple, il y a un maxi où ce type de joueur c'est très compliqué à mettre en place, c'est hyper situationnel. Et puis allons-y, je vais la caler maintenant, la formule, comme ça au moins je pourrais la réutiliser ensuite le long. C'est un article, donc pour ceux que ça intéresse, je mettrai peut-être le lien, je te l'enverrai peut-être Ben, de Tim Schmitz. Encore une plus longue description, vas-y. Ah oui, désolé. Qui a voulu essayer de quantifier, alors c'est très compliqué avec les stats, de quantifier l'héliocentrisme. Ce qu'il a décidé de faire, c'est d'utiliser une métrique économique qui s'appelle, donc, alors attention, il faut que je la lise dans mes notes parce que c'est Herfindahl-Hirschman Index, donc je vais l'appeler HHI, ce sera beaucoup plus simple. Donc en gros, en économie, c'est une mesure de concentration du marché. Pour définir les parts de marché d'un joueur en NBA, c'est assez compliqué.
pour le faire rapidement, en gros, il a utilisé l'usage percentage, donc le nombre de possessions qui se terminent grosso modo par un joueur. Alors il y a un défaut, c'est que ça manque un peu de prise en compte des assists, et l'usage qui est pondéré par les minutes, parce qu'évidemment on ne veut pas avoir un joueur de bout du banc qui a joué 5 minutes et qui a pris tous les shoots pendant un moment, qui a 70% d'usage, qui casse ce calcul-là. Et donc, en utilisant ce HHI, cet index, on voit les joueurs qui concentrent le plus, et donc aussi les équipes qui ont donc finalement le maximum de possession qui se termine sur un minimum de joueurs. Et c'est assez intéressant parce que du coup, j'ai voulu le faire, j'ai mis dans un tableau de la NASA, comme disait Ben, sur les équipes de cette saison, mais aussi j'ai essayé d'en prendre quelques-unes dans l'histoire pour voir tout ça. Donc pour cette saison, je vous la donne grossièrement pour le début, après on pourra y revenir. Les équipes qui sont les plus concentrées, et ça va peut-être en surprendre certains, c'est Boston, Chicago et New York. Et donc on voit dans ces trois équipes-là que donc Boston, c'est évident, je pense, pour tout le monde, avec les deux Jets, Tatum et Brown, qui finissent la majorité des actions. À Chicago, tout le monde l'a vu également, c'est-à-dire que bon, il y a Zach LaVine, DeRozan et Vucevic. Et à New York, c'est principalement autour de Brunson et Randle. Donc, on a une évolution, on n'est plus à un seul joueur, comme il y en a eu par le passé. Pour citer Houston 2018, par exemple, on a un indice, faites voir, James Harden 543, ça donnerait quoi dans la ligue actuelle? Bon, il serait largement premier, voilà. Et pour en donner une autre, LeBron à Cleveland en 2006 et à 810, donc il est pratiquement au double d'un Jason Tatum de cette année, c'était n'importe quoi. Mais donc voilà, cette année, on est sur des équipes concentrées sur 2 voire 3 joueurs majoritairement, donc ça montre un peu cette évolution là dont on est en train de parler. Et puis je me tais un petit peu le temps de digérer toutes ces statistiques mathématiques. Bah ouais, et après il y a un cas du coup que t'as pas cité et qui est peut-être le cas le plus héliocentrique. Bah en fait c'est Nikola Jokic. C'est-à-dire que vraiment dans la définition d'héliocentrique, c'est tout tourne autour de toi. Et donc vraiment bah Jokic a ce côté il touche très peu la balle il dribble très peu, Luka a beaucoup de temps de possession de balle, Trae Young aussi, etc. Là où Jokic va récupérer la balle, direct faire la passe, etc. Et je pense qu'il y est pas parce qu'il doit pas avoir un usage si important que ça, parce qu'au final les assists ne sont pas pris en compte dans exactement l'usage. ce que tu dis. C'est cette formule, elle est amenée à évoluer. Peut-être qu'on la retravaillera. Je sais que Tom l'a beaucoup aimé quand on en a parlé entre nous chez Dunk Hebdo, mais tu mets le doigt dessus, Baptiste. Genre justement, Jokic ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas, Denver n'apparaît pas dans cette métrique justement à cause de notamment cette histoire d'assists. Alors comment prendre en compte les assists, le temps de possession, tout ça, c'est une vraie problématique. Mais voilà, en termes de finition pure du côté de Denver, on l'a bien vu. Alors en playoff, c'est toujours un peu différent de la saison régulière. En playoff, cet index, il explose évidemment. Vous en doutez bien. Mais du côté Denver, bah il y a beaucoup de finisseurs, comme tu as cité des mecs capables de finir des actions, et puis c'est bon bah Jokic distribue, donc finalement c'est assez équilibré pour tout le monde. Est-ce que c'est pas non plus un retour à la normale, les gars? Est-ce qu'on n'a pas vécu une bulle héliocentrique aussi? Parce que je pense que si on irait pousser la formule et qu'on retournerait sur certaines équipes des années 2000 ou du début des années 2010, une formation basée sur 3 joueurs qui ont beaucoup la balle, je pense que ça serait forcément, je ne détruis pas ta recherche de la NASA, Adrien, mais je me demande si c'est pas en soi un profil qu'on avait plutôt avant. Et est-ce que du coup, on n'a pas déjà, alors je tourne autour de cette question, mais on a peut-être déjà tourné cette page de l'héliocentrisme avec un joueur ultra responsabilisé, parce que comme tu l'as dit, Baptiste, on a déjà vu des résultats en play-off qui sont décevants parce que la charge mentale est compliquée, parce que, mis à part joueurs d'exception en ISO comme l'a été James Harden ou comme l'est Luka Doncic, c'est pas viable du tout comme système. Bah alors je sais pas votre avis, mais moi je dirais comme ça avant de développer qu'on est toujours dans l'héliocentrisme mais qu'il a complètement évolué. C'est-à-dire qu'il est plus dans l'héliocentrisme comme on y pense de base. C'est-à-dire ce qu'on a dit, un joueur et des shooters autour, des finisseurs autour. Ça c'est plus possible en NBA aujourd'hui quoi. Mais malgré tout, t'as quand même des joueurs aujourd'hui. J'ai pas les usages par année, mais tu vois des joueurs. Je pense qu'on a des usages qui sont historiquement hauts aussi. C'est possible, pas pour tout le monde. Faudrait regarder effectivement, mais je pense aussi qu'il y a un espèce de cycle. T'as raison Ben. Alors j'étais allé dans l'histoire en chercher 2-3. C'est vrai qu'en termes de concentration, si on prend du Chicago 96, on n'est pas très loin du Houston 2018. Donc le Chicago Michael Jordan, voilà, à son paroxysme on va dire de l'évolution. Mais c'est surtout qu'en fait à chaque fois on a ce cycle qu'on évoque de temps en temps chez Dunk Hebdo, et je pense que là on va pouvoir en parler tout du long,
on a une espèce de révolution en attaque. Tu l'as dit, Baptiste, tout à l'heure, avec les 3 points. On dit, tiens, comment on peut le maximiser ? Si on a un très très fort créateur qui permet d'avoir des tirs ouverts à 3 points, c'est super bien, ça marche. Et puis bon, ok, il y a une nouvelle attaque qui marche, il y a une adaptation défensive de l'autre côté. Et en NBA aussi, alors même si on ne stoppe pas, et c'est de plus en plus dur de stopper les mecs, parce que plus ça va, plus on voit des joueurs de basket, on l'a encore vu sur cette saison, on voit des attaques incroyables, mais les défenses s'adaptent aussi, on voit des très très belles défenses, et du coup, un seul joueur, c'est contrable finalement, alors avec certaines limites peut-être avec un certain Nikola Jokic, mais globalement un seul joueur c'est contrable, et donc il faut se réadapter, et je pense que c'est là, Baptiste, où on arrive à ce que tu es en train de dire, de genre, faut peut-être mettre des nuances à notre héliocentrisme, en tout cas des petites variantes pour justement faire déjouer les défenses. Et comment tu le définirais du coup, ce ou ces nouveaux héliocentrismes, Baptiste ? C'est une bonne question, je pense qu'il faut, je sais pas, mais je pense qu'il faut aussi comprendre pourquoi, en fait, tout est un peu lié. Mais il faut aussi comprendre pourquoi l'héliocentrisme classique ne marche plus tellement. Comme tu l'as dit, c'est parce qu'en fait, il y a deux choses. T'as l'évolution défensive, et en fait, là où Houston était une attaque légendaire, enfin, pas légendaire, mais très très forte à l'époque, et dominait tout le monde en faisant des choses très simples, hein. L'attaque, elle était très très simple de Houston à l'époque. C'est juste qu'ils étaient en avance, et qu'ils avaient un avantage structurel sur les autres, c'est-à-dire qu'ils prenaient plus de 3 points que tout le monde. Par exemple, en 2018, j'ai noté une petite stat, c'est que Houston prenait 42 3 points en moyenne par match. C'est 7 de plus que le deuxième sur cette saison, sur 2017-2018. Et en fait, 7 tirs à 3 points d'écart, c'est le même écart qu'entre le deuxième et le 20e cette saison-là. En fait, on se rend bien compte qu'en fait, Houston avait un avantage juste structurel sur tout le monde, parce que les autres équipes, la plupart n'avaient même pas encore compris la valeur vraiment du tir à 3 points, même si on commençait quand même à le comprendre, hein. Mais Houston a vraiment poussé ce modèle complètement au bout, et aujourd'hui, en fait, quand tu regardes la disparité des tirs à 3 points, tout le monde prend quasiment les mêmes tirs à 3 points, la même proportion en fréquence, etc. Il y a plus cet écart immense qu'il y avait avant, et sachant que la moyenne, on va dire au tir à 3 points, ça c'est un truc qui a quasiment jamais bougé en NBA, c'est 35% en gros. Sachant que la moyenne, c'est toujours la même, en fait, si tout le monde fait pareil avec la même efficacité, tu te dis, en fait, le 3 points pur n'est plus tant une valeur que ça, et donc en fait, tous ces joueurs qui sont dans le corner, qui étaient là que pour mettre des 3 points, en fait, on les voit cette année, depuis quelques années, ils sont largement juste laissés par les défenses adverses. Et donc, une fois que les défenses adverses ont laissé ces joueurs qui les mettent ou qui les mettent pas, ça change pas grand chose, et si t'es pas capable de poser un dribble, etc., tu perds beaucoup de valeur, ou alors, justement, au contraire, s'il y a des joueurs qui sont capables de poser un dribble, de faire d'autres décalages, etc., là, tu gagnes beaucoup, beaucoup de valeur, quoi. Non, on arrive dans une problématique mathématique, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que justement il y a eu cette réalisation que plus tu prends 2 tirs à 3 points, plus tu mets 2 points, parce que mathématiquement avec une réussite autour de 35 ça marche, et après il y a la réalisation inverse de, disons, vu que la moyenne ne bouge pas, ça devient un espèce de non-facteur, et que c'est sur les autres points qu'il va falloir essayer de bouger, mais c'est intéressant, et tu le notes, c'est toutes les équipes essayent d'augmenter leur fréquence de tir à 3 points, et celles qui essayent de résister, d'équipes, ça ne fonctionne pas forcément, et j'en prends pour preuve l'équipe que j'ai le plus vue cette année, comme tous les ans, à savoir les Chicago Bulls, qui donc est une équipe hyper concentrée sur 2-3 joueurs et qui prend pratiquement pas de tir à 3 points et qui a un offensive rating, donc qui sur mon index est la deuxième la plus concentrée, donc on pourrait dire héliocentré sur des stars qui sont des très bons shotmakers, tu as un très fort offensive rating, et en fait pas du tout, c'est une équipe qui est assez bas, je sais même plus où on est, mais on est genre 18e, quelque chose comme ça, non 24. Donc voilà, donc c'est un offensive rating qui est vraiment pas terrible. Donc effectivement, c'est devenu finalement une statistique de base, c'est-à-dire qu'il faut que tu prennes ta fréquence de shoot à 3 points, et tout le monde est en train, en tout cas au moins, de s'adapter à cette valeur-là, quoi. Sachant qu'à une période, il y a eu un moment, alors, cette période est peut-être dépassée, mais je me rappelle entendre ça, je crois que c'était à la Sloan Conference, où il y a eu une période où le ratio de tir à 3 points était le meilleur moyen de déterminer qui allait gagner un match de basket en NBA, en fait, à un moment très précis. Là où l'avantage compétitif, je n'ai plus de voix, ne peut plus être maintenant pris de la sorte, et c'est là où, pour moi, pour aller complètement dans ton idée, Baptiste, quand j'entends, après c'est quelque chose qui dit depuis très longtemps, mais c'est Henry Abbott, True Hoop, qui est assez connu aux États-Unis, qui explique par exemple qu'il faut élargir le terrain de basket pour que ne pas rendre à ce point intéressant les corners ou etc.
dimension un peu plus ésotérique, je sais pas, de la réflexion, mais quand tu vois ça, tu vois bien que t'es arrivé au firmament de l'utilisation du tir, des corners, etc. En fait, qu'on peut plus, il y a plus d'avantages stratégiques, comme tu l'as dit avec Houston. Très bien. Tu nous avais teasé une deuxième partie. C'est quoi la deuxième partie, Baptiste? C'est en fait, alors je sais pas si tu veux parler des 3&D et plus des joueurs en particulier et du rôle des joueurs, etc. Mais du coup, enfin, dans mon explication, vous avez aussi un peu compris pourquoi les 3&D n'ont plus tellement de valeur, parce que les défenses se sont adaptées et parce qu'au final, tout le monde fait la même chose à 3 points. Juste pour revenir sur à quel point j'avais exactement noté la même chose, à quel point le 3 points aujourd'hui était un non-facteur. C'est que Denver, sur les dernières finales NBA, donc sur ces 4 victoires, on a gagné 3 en shootant à moins de 30% à 3 points. Et même ils ont gagné le dernier match en shootant à 18% à 3 points. Et en fait, leur meilleur match au shoot, ou le deuxième meilleur match au shoot, ils shootent à 40%, c'est le match 2 et ils perdent. Donc on se rend vraiment Après compte. Les stats à 3 points contre Miami cette année, bon. Ouais, c'est vrai, je ne cherche plus à comprendre non plus. Non, mais c'est vrai que ça illustre bien, c'est vrai que c'est intéressant. Et pour aller te relancer sur la transition, c'est vrai que voilà, donc on a cette évolution de les joueurs, est-ce que 3&D, uniquement 3&D, tiens, on pourrait renvoyer vers peut-être un autre invité de Dunk and Friends, un certain Guillaume du Basket Lab qui a beaucoup parlé sur les 3&D. Est-ce que ce profil a autant d'importance maintenant, ou est-ce qu'on n'a pas besoin d'autres skill sets? Je te laisse aller un peu plus loin, Baptiste, puisque c'est un peu ton émission, quoi. Ouais, je vais vous dire mon avis. Après, j'ai hâte d'écouter le vôtre aussi. Mais sur les joueurs, ouais, le 3&D aujourd'hui, comme dit, en fait, vu que les défenses s'adaptent, etc., on voit aussi beaucoup plus de défenses qui veulent juste, par exemple, moi, l'exemple du coup de l'héliocentriste de Luka, c'est vraiment le premier qui me va en tête à chaque fois, et me dire, ok, en fait, je vois beaucoup de défenses qui essayent juste de faire lâcher la balle à Luka. Et donc maintenant, même Shai au Thunder est beaucoup pris à 2 très tôt, très haut sur le terrain. Et donc en fait, quand il lâche le ballon, du coup, si t'es pris à 2 ou voilà, etc., forcément il y a un décalage qui est créé. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que si t'as que des joueurs, donc des 3&D par définition, c'est des joueurs qui défendent et qui vont mettre des 3 et rien de plus. Et si t'as que ce genre de joueurs sur le terrain, donc on en revient à l'équipe de Houston à l'époque, PJ Tucker, Trevor Ariza, Pat Beverley. Bon, ça, c'est pas des grands dribbleurs, etc. C'est pas des joueurs avec un énorme handle. En fait, il peut y avoir un reset très rapide de la défense, parce que la défense, ils font pas juste prise à 2, ils ont des pré-rotations, etc., etc. Et en fait, du coup, tu te rends compte que t'as une valeur énorme sur des joueurs qui sont capables d'exploiter ce premier décalage fait par le ball handler. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que le premier ball handler, c'est plus le premier créateur de décalage qu'autre chose. Et donc, tu te rends compte que t'as des joueurs comme Josh Green qui ont énormément de valeur, comme Josh Giddey au Thunder qui, je trouve, est très très fort dans cette exploitation du décalage. Donc, ça, ces joueurs, donc c'est ce que communément maintenant on appelle des connecteurs offensifs, quoi. Et donc, en fait, tu te dis, alors, en fait, si t'as un 3&D et que t'es capable de faire ça, ouais, là, c'est là quelle est ta vraie valeur, en fait. Si t'es capable de connecter, en fait, le premier décalage fait par ton playmaker aux finisseurs qui peuvent être des joueurs soit dans le corner, soit des menaces de lob, etc., etc. Tu vois, il y a quelques instants, on parlait de Miami et je disais qu'il ne faut pas trop tirer d'évolution. Et pourtant, c'est ce que j'avais noté sur cette partie-là, vite fait, là, quand on partageait la trame entre nous. C'est que moi, il y a ce truc-là, cette évolution dont tu viens de parler. C'est un peu le théorème Duncan Robinson. J'ai un peu appelé comme ça dans mes notes. Parce que justement, il était juste 3. Il n'est pas dit pour le coup à la base, mais juste 3. Il avait perdu sa place dans la rotation et Miami s'est retrouvé à l'utiliser. Et on a pas cessé de parler de ça pendant les playoffs, de son évolution justement avec ses cuts, avec ses petites trouvailles, etc. Et ça a fait changer donc son rôle et ça lui a redonné une importance. Et ensuite, toujours chez Miami, on a revu cette limite à un moment donné, quand ça tombait plus dedans pour les magnifiques Gabe Vincent et autres Caleb Martin, de cette problématique d'avoir justement ces connecteurs, en tout cas un autre gars capable de créer le décalage, comme tu disais Baptiste, que ce soit sur un dribble, sur un catch après un curl, ce type de décalage là, c'est deuxième décalage après le primary ball handler en 1 contre 1, et quand tu manquais de ce profil là, face à une défense extrêmement solide quand même, mais face à une défense NBA de 2023 qui était celle de Denver, tu te retrouvais avec des limites. Donc on a besoin de ces nouveaux profils qui,
Tu évoquais le nom de connecteur, moi j'appellerais presque connecteur plus, parce que historiquement, ce qu'on a appelé un connecteur, ça ressemblerait plus à un Draymond Green, un Kyle Anderson, ou des joueurs où le tir était un peu plus limité. Et maintenant, c'est ce skill set plus un tir qui sont les joueurs les plus valuables, je vais dire ça comme ça. Moi, ça me fait beaucoup penser, quand tu parles notamment, Baptiste, des prises à deux très hautes, c'est ce qu'on a vu notamment en play-off. C'est ce qu'a pu faire le Heat dans la série contre les Bucks, où tu fais remonter la balle à un de tes porteurs de balles secondaires, en fait, pour éviter que justement ces prises à deux là soient faites très très haut et que les ajustements soient un petit peu caduques, parce que la première passe, au lieu que la balle quitte le porteur de balle prioritaire, elle va arriver dans les mains du porteur de balle prioritaire, donc c'est un peu plus difficile pour les défenses de s'adapter à ça. Mais c'est intéressant parce que moi, tout ça, ça me fait penser au fait que, est-ce que on parle beaucoup, alors on est focus sur beaucoup l'attaque, les gars, mais est-ce que du coup, ça veut pas dire que le 3&D devient un 3&C, 3 connecteurs? Elle est pas mal la formule. Je sais pas ce que t'en penses, Baptiste. Ouais, mais après, c'est dur à dire, parce qu'en fait, j'ai envie de dire que c'est presque 3&C&D. Parce que sur ce genre de joueurs, on leur demande toujours principalement, je pense, d'être des joueurs pas négatifs en défense, quoi. Parce que en fait, si t'es pas une locomotive d'attaque et que t'es négatif en défense, à quoi tu sers sur un terrain? Tu joues pas. Voilà. Mais Je sais pas, ouais, non, mais parce que ça me fait penser, du coup, ouais, je suis un peu interrompu. Alors pour ceux qui savent pas, quand on enregistre, on se voit visuellement, donc forcément on peut s'interrompre un peu. Mais en fait, c'est quand on continue d'évoluer dans cette NBA où on parle souvent, et je pense qu'on va reparler de ça, des profils qui peut-être s'uniformisent un peu, et notamment on le voit en défense, et on en reparlera peut-être un petit peu, même si c'est pas tout à fait l'héliocentrisme. On a besoin de joueurs de plus en plus capables de switch, parce que les défenses font beaucoup de switch et de pré-rotation, t'en parlais Baptiste, etc. Et bien en fait, plus ça va, plus il faut que les joueurs NBA soient des meilleurs joueurs de basket, en fait, tout simplement. Des joueurs polyvalents, et défensivement et offensivement. Oui, de l'autre côté du terrain, il faut que tu sois capable de prendre des tirs et au mieux, poser un dribble, faire la bonne passe, faire quelques lectures. Ben, ton illustration de Bam était assez intéressante là. Voilà, de Bam en second ball handler, parce que Bam, il a un skill set parmi les pivots. Ça, c'est intéressant peut-être de parler des pivots, parce qu'on a l'air de beaucoup parler d'ailiers, de guard et d'ailiers jusque-là. Mais les pivots aussi, c'est un skill set qui a de plus en plus de valeur, en tout cas. Je sais pas ce que t'en penses, Baptiste, du coup. Ouais, non, mais c'est marrant les pivots, parce que du coup, ça me fait penser au short roll, en fait. Les pivots qui sont beaucoup utilisés sur short roll, parce que du coup, quand il y a un pic, du coup, le ball handler est souvent soit edge, soit pris à deux, etc. Et du coup, en fait, le pivot se retrouve à recevoir la passe, et c'est à lui de devoir exploiter ce décalage. Et donc, en fait, voilà, le short roll, c'est devenu en fait, même les pivots aujourd'hui, on leur demande d'avoir un skill set beaucoup plus développé qu'avant, quoi. C'est là où pour moi, l'idée, et pour moi, c'est une extension du 3&D, ça. L'idée mais pas de problème, on a les 4 postes on a les postes de 1 à 4 qui sont sécurisés, on peut trouver un poste 5 pas cher qui va être protecteur de cercle et mettre des dunks. Citez-moi l'équipe qui a un poste 5 qui est protecteur de cercle et qui met des dunks et qui va loin. Ça n'existe pas, en fait, parce que même ce joueur-là, tu l'as dit sur short roll, où, quand il y a des parfois sur du edge, etc. Quand il y a des défenses qui sont adaptées et qui ont changé aussi, on pourra en parler. Et quand tu demandes à ces joueurs-là qui sont plutôt limités dans la vision de jeu et dans la prise de décision de prendre ces décisions rapidement là, il y a plus personne. C'est pour ça que moi, je suis désolé, mais je suis toujours en bataille contre Nick Claxton, parce que Nick Claxton, par exemple, je demande à voir sur des moments où on lui demandera de prendre des décisions là. Donc c'est peut-être en fait de manière plus globale, généralisée, où on demande aux joueurs d'être capables de prendre des décisions balle en main, ce qu'on faisait pas il y a quelques années. Retournons sur cet exemple-là. Moi, je pense beaucoup, si on parle d'héliocentrisme, je sais pas si les gens s'en souviennent, de la deuxième mi-temps d'un match de play-off des Cavaliers contre les Pacers, où LeBron James, en gros, prend tout le playmaking et ça se réduit à je prends le playmaking, les mecs sont dans les corners, je détruis les Pacers qui étaient en avance. Et ça marcherait pas, en fait, parce que tout simplement, les Pacers seraient ultra agressifs sur la prise de balle. Bon, ça reste LeBron James Prime, donc c'est un peu compliqué, mais ils seraient ultra agressifs sur la prise de balle et lui demanderaient de lâcher la balle. Donc il y a vraiment cette notion-là où tous les joueurs sont plus responsabilisés à ce niveau-là. Ouais, il y a
il y a ce côté en fait plus t'as de cordes à ton arc, plus tu deviens un joueur valuable en attaque. C'est-à-dire là on a du coup dit beaucoup du coup le passing, exploiter un décalage, etc., même pour un pivot, etc. En fait je trouve aussi qu'il y a une espèce d'augmentation, par exemple des joueurs qui sont capables juste, tu vois, de créer du mouvement, par exemple Duncan Robinson, etc., et qui créent de l'attaque, etc., parce qu'en fait aujourd'hui, si toutes les attaques sont un peu similaires, en créant du mouvement, tu vas créer de la dangerosité et tu vas tirer un peu ton attaque vers le haut, etc. Et c'est là où, tu vois, je trouve, il y a vraiment beaucoup ce genre de profils dans des Kevin Huerter, des joueurs comme ça qui, par leur jeu sans ballon, vont tirer ton attaque un peu vers le haut. Et en fait, t'as besoin, du coup, d'avoir des profils autres que juste des joueurs que tu peux juste planquer dans ton corner, quoi. Oui, puis pour revenir sur ton exemple, Ben, de toute façon, quand le contre-exemple à ton théorème, c'est LeBron, on l'a toujours dit, c'est que bon, ça va, hein, y a pas 36 000 LeBron, donc ça devrait aller. Mais effectivement, c'est intéressant d'avoir, si tu as des joueurs qui ont plus de skill set global offensif, ça donne plus d'options à ton créateur principal. Si on reste dans une idée d'héliocentrisme, ça lui donne aussi plus d'options de passes, plus de façons de manipuler les défenses, peut-être de redoubler de passes. Mais aussi, ce que ça apporte d'intéressant, c'est que ce qu'on reprochait et ce qu'on reproche encore à certains soleils, je vais les appeler comme ça en NBA, et je pense notamment à Luka Doncic, c'est ces porteurs de balles principaux qui, sans ballon, font plus beaucoup de mouvements. Et là, cette histoire-là, l'avantage d'avoir ces nouveaux joueurs avec ces capacités, ces prises de décision, c'est que ça rajoute de la valeur à je vais prendre l'autre exemple d'un soleil un peu différent qu'on avait déjà évoqué dans l'ancien podcast, mais qui est très intéressant, c'est Monsieur Stephen Curry, qui concentre toute l'attaque des Warriors, qui fonctionne grâce à lui. Alors, hors les passages de Jordan Poole, mais c'est une époque maintenant révolue. Mais globalement, voilà, toute l'attaque des Warriors tourne autour de Steph Curry et de son jeu sans ballon. Et Draymond Green est une belle illustration, si même, bon, il y a les soucis au shoot, plus ça va dans la carrière, plus c'est compliqué, mais justement, Draymond Green, c'est ce gars-là qui prend toujours, très souvent, la bonne décision, qui a des bonnes lectures sur short roll, qui est un connecteur classique comme on l'appelle, et qui exploite ces capacités off-ball de Steph Curry. Et le fait d'avoir ces capacités-là sur d'autres joueurs de ton effectif, c'est tout simple, c'est-à-dire que ça te rajoute l'effet miroir, c'est-à-dire que c'est une option supplémentaire avec ton soleil de base qui lui peut utiliser des capacités off-ball, puisque l'autre sera capable de le trouver sur la passe. Donc c'est l'idée encore une fois de continuer de maximiser les attaques petit à petit et les skill sets de tous tes joueurs. Moi, tu vois, je trouve que c'est intéressant, du coup, de se dire si l'héliocentrisme, un peu classique, est pas mort, mais il est plus comme on le pensait avant. En fait, c'est quoi les nouvelles manières d'attaquer? Parce que je trouve ça peut être intéressant. Parce qu'en fait, t'as plein je trouve aujourd'hui, là où avant t'avais un peu une recette magique, c'est-à-dire, un soleil et des shooters, etc. Aujourd'hui t'as ce côté, en fait t'as plein de philosophies, je trouve, qui s'affrontent pour essayer de maximiser ton attaque de façon différente, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais T'as quelques exemples de celles que tu voulais illustrer de philosophie? Tu es chez toi. Ok, moi j'ai noté alors c'est une liste non exhaustive, je préviens, mais j'ai noté 3 façons d'exploiter, en fait, d'augmenter ton attaque différente. Du coup, j'ai les Kings qui sont la meilleure attaque et qui pourtant, est-ce que tu peux vraiment dire que leur attaque elle est héliocentrique? Non. À 2 soleils, ça va être un peu plus différent, mais non, oui. Je vais aller voir où ils sont dans ma métrique continue, je vais aller voir où ils sont dans l'histoire, s'ils sont assez hauts ou pas. Pas tant que ça, bon, ils sont 8e dans cette idée-là, donc effectivement pas si héliocentriques que ça. Pas si héliocentrique, et en fait, du coup, c'est, je trouve, une manière de penser, du coup, bon, c'est l'école Warriors, etc. Mike Brown, on connaît, mais en fait, de se dire que, en créant de la dangerosité, en créant du mouvement, tu vas te créer des tirs vraiment très très faciles. Et donc ça, c'est la manière, en fait, je trouve, où je suis un peu surpris de me dire qu'il y a si peu d'équipes qui jouent comme ça, avec énormément de mouvements, mais bon, c'est dur à mettre en place aussi, je suis bien d'accord. Mais en fait, c'est la manière la plus sûre de t'avoir une attaque pérenne sur le long terme, en fait. C'est de créer beaucoup de mouvements, des cuts. Quand vous regardez les points partir sur les cuts ou des trucs comme ça, c'est énorme. Et Sacramento, on les a vus cette année, je trouve ils ont un peu révolutionné le truc avec le nombre record de jeux main à main. Je sais, j'ai plus le chiffre, mais je crois qu'ils ont vraiment explosé le record de jeux main à main pour une équipe cette saison. Donc les Kings, voilà, c'est une manière de penser un peu différente de l'héliocentrisme classique. Et après t'as une équipe comme les Knicks
qui en fait se sont dit, si tout le monde fait pareil, si tout le monde attaque pareil, bon, les Knicks, du coup, d'après ta métrique, sont héliocentriques. Mais, c'est pas un héliocentrisme qualitatif, en fait, quand tu y penses. Julius Randle et Jalen Brunson, tu te dis, qu'est-ce qu'ils foutent là? Et, pour rappel, les Knicks sont quand même, top 5 attaque, je crois, cette année, donc c'est assez dingue. Ouais. Avec, sur demi-terrain, une attaque très simple. Mais en fait, ils se sont dit, puisque tout le monde fait la même chose, et qu'on fait à peu près la même chose que tout le monde, si on a plus de possession que tout le monde en prenant des rebonds offensifs à foison, bah forcément, on va mettre plus de points que l'adversaire. Et donc, les Knicks, c'était une machine à rebonds offensifs, on les a vus, ils ont détruit les Cavs comme ça. Et donc ça, c'est aussi une autre manière de penser. Et après, la troisième, alors j'ai pas leur offensive rating, mais je sais que moi, c'est la stat que je retiendrai de cette saison. C'est le nombre de drives par match fait par le Thunder comparé au deuxième. Parce qu'en fait, le Thunder s'est dit, ok, bah le tir le plus rémunérateur, c'est le lay-up, donc on va driver à fond la caisse. Et ils ont fait, je crois de mémoire, c'est 65 drives par match, là où les deuxièmes sont à peu près à 55. Et donc là encore, c'est un écart immense. Et c'est trois manières de penser complètement différentes, mais qui ont eu tous les trois leurs résultats. Ils ont le 13e offensive rating, du coup, je suis allé chercher OKC, pardon, mais. Non, pour illustrer ça, par exemple, c'est SGA qui est numéro 1 au drive en NBA, en fait, et de manière assez large. Et effectivement, il y a ces trois dimensions. Alors, du coup, je suis un peu le présentateur, donc Adrien, tu veux partir vers quoi par rapport à ces trois dimensions? C'est vrai que... Vas-y. Ah non j'allais dire que... Vas-y. On va arrêter de te couper la parole. elles exploitent toutes, je pense, un domaine du jeu qui a été laissé en plan avec l'héliocentrisme, en fait. D'une certaine façon. En fait, moi, le premier truc qui m'est venu, c'est que ce qui est intéressant avec la maîtrise, que tu l'as évoqué, Baptiste, c'est que c'est la concentration des tirs donc sur très peu de joueurs. Et en fait, notre théorie là, de l'évolution de l'héliocentrisme avec des joueurs qui sont capables de faire plus de choses, oui, certes, elle ouvre au-delà d'un seul soleil, c'est-à-dire qu'on va avoir 2, 3, 4, 5 joueurs qui sont capables de faire des choses, mais en fait, elle ferme aussi, et c'est un truc qu'on voit beaucoup avec les Knicks, et qui était reproché à une époque à Tom Thibodeau, et qui lui est moins reproché maintenant que ça a un peu fonctionné du côté de New York, mais c'est d'avoir une rotation plus courte, parce qu'en fait, c'est pour ça que New York est assez haut dans la Matrix, c'est parce que, bon, y a Julius Randle qui finit énormément d'actions, il y a Brunson, il y a Barrett, et en fait, derrière, il y a Quickley, et ensuite, il y a un gap immense sur les mecs qui finissent le nombre d'actions. Donc c'est pour ça que ça les fait monter dans la maîtrise, qu'en fait, des gars capables de prendre la bonne décision et de finir du côté des Knicks, eh ben, ils sont 5, ils sont 4 ou 5. Barrett, Brunson, Quickley, et voilà, Grimes derrière, c'est un tiers de ce qu'a Quickley en termes de métrique, si vous voulez, dans l'idée. Donc ça diminue. Et du coup, Sacramento, on a un peu la même idée. Ça a été super efficace, mais Sacramento, ils tiennent sur leurs 5 et un ou deux remplaçants. Donc c'est pour ça que ça les fait montrer, et c'est intéressant à voir, parce qu'effectivement c'est une évolution. C'est pour ça que c'est pas, tu vois, totalement en contre-courant. C'est ça qui est intéressant de ce que tu dis, Baptiste, c'est que tu vois, c'est une évolution avec des... Voilà, on part de ce principe de base. On a quand même de très forts joueurs. Sacramento peut se permettre de faire ça parce que Domantas Sabonis a ce skill set dont on parlait, de big, capable de prendre des grandes décisions, d'être presque un soleil d'une certaine façon. Plus ils ont un mec très rapide, en balle en main et sans ballon. On revient à tout ce qu'on disait dans le podcast, donc finalement ça finit par se connecter les uns avec les autres. Et voilà, donc on est sur une évolution finalement plus qu'une révolution, si je veux faire un mauvais jeu de mots. Sachant qu'en plus, si on peut aller contre l'idée de révolution et pousser celle d'évolution, faut aussi se dire que les Kings ont eu la chance de leur côté, c'est de pas s'être blessés pendant quelques matchs, à quel point ce système-là, il est viable s'il y a un joueur ou deux de ta rotation qui sont plus là. Par exemple, comme tu l'as dit, Baptiste, un Kevin Huerter a été complètement déterminant, et se pose aussi la question, comme on peut le faire sur un héliocentrisme classique, à quel point chacune de ces évolutions est viable en play-off. Parce que par exemple, on a bien vu que le système des Kings sur les playoffs, alors je pense que c'est lié à Kevin Huerter qui a un syndrome playoff, parce que clairement c'était déjà le cas du côté d'Atlanta, mais les Knicks, eux, ont par exemple réussi à exploiter ça face à une équipe qui était pas prête, et on s'est trompé vraiment beaucoup sur ça du côté des Cavs. Mais à quel point, tu vois, Baptiste, chacune des alternatives est viable en playoff? Bah, chacune a ses limites un peu. Moi, les Kings, je leur tomberai pas dessus parce que, comme dit, il y a une grosse chute de Kevin Huerter et pas que. Et mine de rien, ils sortent au bout d'une série. Enfin, c'était du très très haut niveau de basket, quoi, ce qui s'est passé entre les Kings et les Warriors. Mais
le cas des Knicks, moi je le trouve assez intéressant parce que du coup là où je trouve t'as une évolution, c'est qu'en fait aujourd'hui du coup ce qui est prépondérant dans l'attaque des Knicks, c'est pas le fait d'avoir un héliocentrisme, c'est plutôt le fait de prendre beaucoup de rebonds offensifs. Parce que quand tu regardes en fait avant l'héliocentrisme, le but de l'héliocentrisme c'est quand même d'avoir des joueurs qui tirent ton attaque vers le haut, qui tirent ton scoring vers le haut, et là où Jalen Brunson et Julius Randle, de mémoire, sont dans la moyenne, je crois que ils sont tous les deux complètement dans la moyenne en termes d'efficacité. Donc en fait c'est même pas un héliocentrisme qualitatif. Et pour en revenir sur ce moyen de jouer, c'est vrai qu'en fait les Knicks, oui ils ont gagné contre les Cavs. Maintenant c'est surtout je trouve les Cavs qui ont complètement déjoué parce que l'attaque des Knicks sur demi-terrain c'était une catastrophe pendant les playoffs. Et en fait c'est très simple parce que c'était vraiment comme on pense à l'héliocentrisme de base, c'est-à-dire donner la balle à la star et on verra ce qu'elle fera quoi. Mais en playoff même contre les Cavs sur demi-terrain si t'enlèves les rebonds offensifs, l'attaque des Knicks était très très faible, et contre un adversaire beaucoup plus préparé comme le Heat, là t'as eu des vraies limites. Donc maintenant si on se base par exemple sur le cas des Knicks, je pense que la limite elle est vraiment dans le playbook. Mais est-ce que c'est dans l'héliocentrisme, est-ce que c'est dans... Je pense pas, je pense qu'en fait si t'avais des locomotives d'attaque plus efficaces, capables de jouer ces moments d'isolation et d'attaque très 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 simplistes, pour rester gentil avec Thibodeau en playoff, peut-être que t'aurais pu aller plus loin. Mais alors là tu pars d'un postulat où tu te dis ok, pour que mon système il marche, en fait faut que j'ai des méga superstars. Là où je trouve que le système des Kings par exemple est beaucoup plus viable en fait, et t'apportera toujours un niveau minimum. Ouais, non, mais c'est ça, je pense que là tu viens d'atteindre le point que je voulais amener, celui de, en fait on revient à une histoire mathématique d'un nouveau héliocentrisme, donc voilà, on maximise d'autres skillsets, je vais pas me répéter, nous reparaphraser à chaque fois, qui t'amène un niveau plancher en saison régulière, qui permet justement aux Knicks et aux Kings de différentes façons, mais à peu près dans la même idée, d'avoir un tel niveau plancher qu'en saison régulière tu as des très bons résultats qui te permettent d'arriver en play-off. Mais une fois arrivé justement au play-off où tout change un peu, alors là j'ai pas eu le temps d'aller faire tous les métriques, mais grosso modo tout explose en termes de concentration d'attaque, évidemment pendant les play-offs, ça surprendra personne. Là on arrive au besoin d'avoir un meilleur plafond, et le plafond, semble-t-il, en tout cas a priori en travaillant ce sujet-là, mais peut-être qu'on en reparlera par exemple pendant le DH20, le plafond toujours, il est pas très très loin de l'association avec les meilleurs joueurs sur le terrain, et effectivement sans faire offense à Brunson et Randle, peut-être que là à ce moment-là tu as besoin de créateurs plus, enfin en tout cas du cran au-dessus, du tiers au-dessus de joueurs NBA pour passer ce plafond qui a été donc arrêté par les mathématiques, je vais dire ça comme ça, par Miami. Parce que quand tu réfléchis, en fait, si je veux boucler la boucle de l'ancien, refermer le tombeau de l'ancien héliocentrisme, en fait, est-ce que on l'a couronné aussi, mais on l'a couronné sur la base de réussite d'équipes qui étaient drivées par quelques-uns des meilleurs joueurs de la NBA, en fait. Donc on a couronné l'héliocentrisme avec LeBron James, on l'a couronné avec James Harden qui au moment à son prime, et assurément on faisait pas le DH20 à l'époque, mais je pense qu'il aurait été quelque part dans le top 5. Donc est-ce que du coup on n'a pas couronné aussi un héliocentrisme comme cela, alors que c'est plutôt les top 5 NBA gagnent de plusieurs manières différentes, et à un moment ils ont gagné comme ça, mais si on reprend la machine à remonter dans le temps, des équipes qui étaient héliocentrées et qui étaient pas élites, il y en avait pas en fait, et il y en a peu qui sont, si on exclut peut-être les Hawks et les Mavs, mais l'héliocentrisme avec Luka a certaines spécificités, il y a peu d'équipes qui avaient pris ce pari-là en fait. Et quand on voit par exemple, quand on met en avant ce que met en avant Baptiste là, sur ces alternatives-là, chacune des alternatives permet, comme tu l'as dit Adrien, d'augmenter le plancher, mais à la fin le juge de paix reste parmi les meilleurs joueurs NBA. Donc en fait, est-ce que c'est pas des recettes, des alternatives de recettes pour arriver au chemin qui est celui de est-ce que j'ai un des 5 meilleurs joueurs de la NBA, quoi, tout simplement. Ce qui est une conclusion triste, hein, à 45 minutes de podcast, hein, mais... franchement, c'est une très très bonne question, tu vois. Parce que je pense que ça dépend du système de jeu mis en place. Mais par exemple, si tu reprends l'exemple des Knicks, s'ils gardent la même structure
la même philosophie de jeu, ils gagneront que s'ils ont en effet un top 5, top 6 joueurs NBA. Maintenant, en fait, j'ai envie de te dire qui ne gagne pas avec un top 5 joueur NBA. Qui gagne, pardon, avec un top 5 joueur NBA. C'est mieux comme ça. Non, mais c'est vrai. C'est là où on peut se dire quelle est la viabilité. En gros, quel système, et là on est dans de théorique, là on est sur France Culture d'un Hebdo, quel système te permet d'avoir le moins haut niveau de joueurs? Et c'est là où, tu vois, j'aime bien le fait de parler des Kings, parce que je pense que le système peut-être des Kings est moins exigeant sur le niveau de ton meilleur joueur que celui des Knicks, peut-être. Ouais, mais est-ce qu'il limiterait pas plus ton plafond? En fait, voilà, la question que ça a l'air d'amener, en tout cas que ça m'amène, la réflexion que ça m'amène, la discussion que vous venez d'avoir tous les deux, c'est est-ce qu'il y a vraiment, parce que finalement on revient à ce pourquoi on aime le basket, ce sport aussi, malgré les côtés physiques qu'on met toujours en avant, qui est un sport éminemment tactique, et est-ce qu'il y a vraiment un système universel? C'est oui, tu vas avoir un système qui, quand tu as des mecs moins forts, en fait tu t'adaptes aussi à ton effectif. Si tu l'as pas, le mec top 5, allez top 10 DH20, soyons larges, mais même top 5, tu l'as pas, il faut que tu aies un système qui maximise tes joueurs de, entre gros guillemets, moins grand talent. Alors, c'est très bien, mais est-ce que ce même système serait aussi efficace si tu rajoutes juste par-dessus simplement un contre un joueur de très grand talent? Non, tu voudras maximiser son skill set à lui, parce que si tu te retrouves avec Steph Curry ou avec Jokic ou avec Giannis, tu fais 3 attaques différentes. Et je pense qu'on sera tous d'accord avec ça. Tu vas les glisser différemment dans ton attaque. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on retrouve finalement le basket de base. À un moment, on s'est dit, ah tiens, il y a peut-être une formule miracle parce que mathématiquement, les 3 points, c'est plus fort. Et je rejoins le début du podcast. Et en fait, on se rend compte que finalement, comme toute fonction mathématique, il y a une limite et peut-être que, il y a plusieurs façons de le voir et que finalement, la règle, c'est simplement se dire, bon, j'essaie d'avoir le meilleur effectif possible. Une fois que je l'ai, quelle est la meilleure manière de le faire jouer? Est-ce que c'est vraiment à chaque fois l'héliocentrisme, j'ai envie de dire classique, ou est-ce qu'on peut pas trouver plusieurs variantes? Manifestement, on a l'air de pencher plutôt vers là, j'ai l'impression. Ce que tu es en train de dire, c'est que si tu mets Luka à la place de Jalen Brunson, il joue pas de la même manière, quoi. Et qu'en gros, je ne pense pas. Et du coup, que le plafond théorique de l'ajout d'un mec top 5 est... Surtout qu'il y a là, si on sort un peu des dimensions basket tactique, il y a une dimension égo, en fait. Un top 5 NBA serait peut-être pas très enclin à jouer dans une équipe où la gonfle est très partagée comme ça, et il y a une volonté d'avoir la balle, en fait, tout simplement. Ouais, clairement. Et du coup, le système des Kings, tu peux t'imaginer, bon, à part peut-être Curry et Jokic qui sont des cheat codes tellement ils sont insérables un peu dans n'importe quel système. Maintenant, si t'enlèves ces deux-là, tu prends à peu près n'importe quelle star, tu le mets dans le système Kings et tu te dis, oula, mais en fait l'équipe jouerait pas exactement pareil. L'équipe passerait beaucoup plus par la star. Donc en fait, est-ce que cette manière de jouer, en fait c'est un dilemme assez bizarre, parce que cette manière de jouer leur a fait débloquer leur plancher de manière stratosphérique, comme dit, incroyable. Mais en fait, arrivé à la fin, est-ce que cette manière de jouer n'a pas une certaine limite du fait de ne pas avoir de top 5? Je sais pas. Je pense que le cas des Kings est assez intéressant parce que mine de rien, leur attaque a, je trouve, plutôt bien perduré, même avec un Fox qui s'était blessé en playoff. Et c'est vraiment du côté défensif où, là je vous apprends rien, où ils ont vraiment souffert. Donc tu vois, est-ce que si on peut partir sur un autre débat, mais est-ce que si les Kings avaient eu un niveau défensif stable et sans avoir de star offensive en plus que Fox et Sabonis, est-ce qu'ils auraient pas pu aller plus loin sans star finalement? Je peux te tordre la question pour te la retourner. Est-ce que ce qui limite justement le statut de star de Fox et Sabonis, et peut-être que c'est des noms qu'on évoquera dans le DH20, probablement d'ailleurs, peut-être que est-ce qu'ils les bloquent dans leur statut de star, c'est pas justement cette capacité à être intégré, notamment je pense à Sabonis par rapport à son poste sur le terrain, et c'est une question qu'on a aussi beaucoup entendue et qu'on va peut-être réévoquer autour du meilleur joueur du monde, aka Nikola Jokic, mais voilà, est-ce que c'est pas une problématique inhérente, notamment je pense à Sabonis? Si Sabonis est un two-way en plus de son skill set offensif, peut-être que tu peux faire basculer leur défense autrement. Alors, il n'y a pas que lui, bien sûr, à qui on peut incomber les problèmes défensifs des Kings, mais comme c'est une pièce centrale, c'est ton pivot, et peut-être qu'on va reparler de cette capacité de switch. Ce n'est pas Nick Claxton, Ben, et il n'a pas les défauts, mais il n'a pas les qualités, du coup, de Nick Claxton. Vas-y, Baptiste, je t'en prie. Non, mais c'est vrai que tourner comme ça, oui.
En fait, est-ce que le fait que si Sabonis était, enfin, est-ce que le fait que Sabonis n'est pas un top 10 NBA, c'est pas dû juste à son niveau défensif? Et c'est vrai qu'en plus, le problème de Sabonis, c'est vraiment, lui a beaucoup souffert pendant les playoffs. Donc c'est un débat où on aura, je sais pas si on aura un jour la réponse en fait au final à ce débat, mais même si la réponse la plus évidente, je pense que c'est de se dire bah oui, au final tu peux avoir la façon de jouer de comme tu veux. Ce qui va te faire vraiment débloquer ton plancher, c'est d'avoir un joueur top 5 NBA. Mais comme dit, qui a gagné avec sans aucun joueur top 5 voire top 10 NBA quoi. On les compte pas beaucoup. Détroit 2004 va revenir comme tout le monde. Je sais même pas si je l'avais fait Détroit 2004, j'aurais dû le faire pour voir s'ils étaient à ce point héliocentrés. Je l'ai pas fait, mince. Il y a Elias qui sera pas content. Mais voilà, oui, il y a quelques peut-être rares exemples, mais c'est vrai que la plupart du temps, les équipes auxquelles on a pensé et que je suis allé voir tout de suite, donc voilà, j'étais Chicago 96, des Lakers 2001, les Golden State Warriors, ils sont un peu différents. Mais parce qu'on l'a dit, l'héliocentrisme de Stephen Curry, c'est un truc dans les chiffres qui est un petit peu différent. Voilà, mais sinon, on a toujours eu ce type-là. Tu as toujours des mecs qui sont très très hauts dans la hiérarchie. Est-ce qu'ils sont top 5 à chaque fois? Ce serait intéressant de faire cette liste. C'est un vrai sujet. Mais du coup, ça revient à la question, Ben, à ce que tu disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, finalement, quand on a commencé à mettre en grande valeur l'héliocentrisme, c'était autour de, et là on est plus que top 5, LeBron, James Harden et Luka maintenant, on est sur des talents générationnels. Donc est-ce que finalement en fait la meilleure façon de jouer entre guillemets, celle qui semble la meilleure, c'est pas tout simplement celle qui correspond aux meilleurs talents de basket disponibles à ce moment-là? C'est tu prends le profil des meilleurs joueurs NBA, tu dis bon ok, comment on les optimise eux? Oui bon bah c'est ça la façon de gagner. Bah oui, mais est-ce que c'est par rapport à la façon de gagner ou par rapport au profil du joueur? C'est un peu le fou la poule quoi. Sachant que tu vois, il y a certains, si on revient sur un peu, si on fait une transition avec le système des Kings, pour moi aussi la limite du système des Kings, c'est que l'impact et l'engagement offensif qui l'induit amène forcément des largesses défensives. Tu demandes trop d'efforts, trop de mouvements à tes mecs en attaque pour que en défense ils puissent à la fois produire. C'est beaucoup d'investissement et les Kings, la série contre les Warriors, en termes d'intensité physiquement, c'est de la folie. Donc demander par exemple ne serait-ce que d'en faire 3 comme ça pour aller en finale de conf, c'est de la folie. Donc je pense qu'il y a une limitation aussi de la manière de jouer. Et pour prolonger ce que t'as dit Adrien, tout simplement oui en fait, c'est que on a eu un moment, on a eu une période où pour 2 des 3 ou 3 des je sais pas combien meilleurs joueurs NBA, l'héliocentrisme était la solution. Et on s'est dit peut-être que c'est la solution, mais t'héliocentre pas Giannis par exemple. En fait ça a pas de sens intellectuellement de le faire. T'héliocentre pas Jokic dans la prise de balle comme peut faire Doncic avec 8 secondes ou parfois il finit avec des step back un peu improbables. Tu vois, c'est pas la même manière là où on peut dire que il a toujours été héliocentré Steph mais d'une manière différente. Je pense que du coup ce qu'il faut se dire c'est que il y a un truc intéressant à voir, c'est que pendant cette petite fenêtre d'ouverture là, on a peut-être héliocentré des mecs et ça a peut-être créé des conséquences mauvaises. Alors on va dire que je fais une fixette, mais par exemple moi je pense à Trae Young qui en fait ne sait pas jouer off-ball, du coup, c'est pas du tout jouer off-ball, et je pense que peut-être un mec qui a été pas héliocentré mais qui a été surresponsabilisé, c'est peut-être un LaMelo Ball. Comment on fait pour faire jouer LaMelo Ball hors balle, quand il a pas la possession de la balle? Donc en fait il y a peut-être Scoot Anderson par exemple, c'est ça que tu veux dire? Par exemple, oui. Mais non, parce que le fit n'était pas bon. Voilà. Non, mais la question est soulevée, Ben. C'est pour ça, tu es très pertinent. Donc, du coup, moi, alors, je fais un peu dévier le débat, mais je me demande si on n'a pas, du coup, cette petite fenêtre où on s'est dit, il faut héliocentrer, il faut absolument que la balle soit dans les mains de ton meilleur joueur. Est-ce qu'on n'a pas créé des problèmes pour certains jeunes porteurs de balles qui ont été surresponsabilisés de manière totalement excessive, quoi? C'était pas dans la trame, Baptiste, donc là, tu peux repartir et me dire non, j'ai envie de parler de quelque chose d'autre. Hein, non, mais ça va, t'inquiète. C'est juste que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à répondre à ça, en fait. Parce que, ouais, il y a eu, quand il y a une mode, tout le monde essaye de la reprendre. Et il y a eu un espèce d'effet, comme tu dis, boule de neige, où tout le monde voulait son porteur de balle. Et tout le monde voulait le chercher, quoi qu'il arrive. Et donc t'as des joueurs que t'as cités qui ont été surresponsabilisés. Et en fait là où c'est problématique, et c'est là où on en revient aussi un peu avant, c'est que tu pourrais avoir des porteurs de balles principaux
qui peuvent être, on va dire, héliocentriques. Mais en fait, les défenses se sont tellement adaptées aujourd'hui que un Trae Young, il est pas facile à sortir du système, mais il est, on va dire, limitable plus qu'à l'époque où les défenses étaient beaucoup moins adaptées, etc. Et aujourd'hui, comme tu le dis, Trae Young, tu le sors du système, il a jamais appris à faire autre chose. Et en fait, il y a un côté un peu miroir de les role players avant des role players maintenant doivent faire des choses en plus et doivent avoir un arsenal plus développé. Et j'ai envie de te dire que les stars qui sont héliocentriques doivent savoir faire des choses en plus. Et Trae Young en est incapable pour l'instant. Et c'est vraiment une grosse limite. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de joueurs ont pris l'exemple de Harden, Houston, qui, c'est-à-dire dès qu'il n'a plus le ballon, est un plot et qui ne se met même pas, parfois il se mettait même pas à la ligne à 3 points. Ouais, il restait là où il avait lâché la balle, il se met là. Ça pourrait être une menace quand même, parce que bon, c'est quand même un sacré shooter. Mais non, mais voilà, donc c'est problématique. Je pense que ça peut soulever une problématique. Et après, ce qui est aussi marrant, c'est que les joueurs que t'as cités, est-ce qu'ils ont vraiment eu des résultats collectifs probants? Ah bah la vraie question Atlanta, est-ce qu'ils se sont pas grillés? On en parle à longueur de podcast, mais je trouve ça intéressant parce que ça me fait penser, alors c'est de mémoire, mais il me semble qu'on l'avait évoqué dans le précédent podcast sur l'héliocentrisme, cette notion de répétition. Et à l'époque, on parlait du fait que voilà, avec ce système un peu caricatural, les role players notamment, on parlait de cela, ont le risque de, notamment en début de carrière NBA, un jeune joueur, on lui demande juste de se mettre dans le corner et d'attraper le ballon parce que c'est le soleil qui fait tout le boulot. Eh bien, on ne développe pas le reste de son skill set dont on a besoin, et assez ironiquement maintenant. Mais ce que tu viens de souligner, Baptiste, et qu'on n'avait peut-être pas vu venir, en tout cas, il ne me semble pas qu'on l'avait évoqué, c'est le risque pour le soleil qui justement s'est tellement habitué à ce système-là que si on doit le sortir, si on doit lui demander de nouvelles choses, lui aussi subit ces mauvaises habitudes prises avec ses répétitions de début de carrière, où en plus à ce moment-là, tout le monde lui disait, et lui le pensait aussi, et peut-être à juste titre, que c'était la meilleure façon de jouer. Donc c'est difficile de l'incomber à une seule personne. Donc on a un problème de surresponsabilisation qui fait que les soleils sont peut-être un peu coincés. Et pour les autres, l'exemple, c'est justement, je vais revenir à Duncan Robinson, qui à un moment donné ont cantonné à un seul rôle. Mais même, tiens, pour reprendre un autre joueur de Miami, c'est peut-être plus parlant, c'est Caleb Martin. Caleb Martin à Charlotte, on lui demandait pas grand-chose. Et là, on a découvert sur ses playoffs qu'en fait, Caleb Martin est un excellent slasher. En plus, d'un bad shot maker dans des jours où il se prend pour Tracy McGrady. Mais aussi un excellent slasher. C'était peut-être celui qui faisait d'ailleurs le plus de décalage en dribble après la blessure de mon cher ami Jimmy. Donc effectivement, c'est marrant cette problématique-là à laquelle on avait un peu pensé à l'époque. Voilà, se vérifie, mais des deux côtés. Et ça, on l'avait peut-être pas vu venir. Si tu veux un exemple, je veux pas taper sur Atlanta, mais Atlanta c'est un petit peu mon objet de recherche depuis quelques années. En termes de développement de skill set des role players, c'est zéro en fait, si tu regardes bien. DeAndre Hunter a peu développé sa capacité de playmaking parce qu'on lui demande pas de faire de playmaking, et en plus DeAndre Hunter, il y a les problèmes de blessures, etc. Bon, John Collins a été dans la trade machine, finalement il y est plus après 3 ans. Pour ce qui est d'Onyeka Okongwu, il y a la problématique de Clint Capella qui lui est dans ce moule de l'ancien protecteur de cercle, je mets le couvercle, mais qui a pas la lecture de jeu pour faire la passe dont on parle. Ensuite, t'as eu Kevin Huerter qui a été dégagé, et tu te demandes si avec le recul c'est peut-être pas une erreur. Et enfin, on a le Graal, El Famoso Cam Reddish, qui lui, enfin, je savais. En termes d'échecs, il y a encore des gens qui croient en Cam Reddish. Moi, ça me fascine suite au fait que bon, il est peut-être pas conservé par Portland, mais passons. Donc, tu vois, il y a tout ça qui fait que oui, peut-être qu'on était dans une période, et on est tombé dans ce piège-là aussi, parce qu'on a fait des erreurs dans le podcast d'il y a 2 ans. Non, c'était pas la solution miracle. Baptiste, est-ce qu'il y a des petits points que t'aimerais rajouter là sur la fin? Du coup, déjà une petite question. Du coup, Atlanta n'a pas gagné le trade avec Luka. C'était un win-win, il paraît. Non, mais blague à part, moi ça m'a fait penser à quelque chose. C'est vrai que moi je me suis pas mal mis en scouting cette année sur les jeunes pré-draft pour préparer la draft, parce que Victor oblige, c'est un peu un événement, c'est toujours quelque chose qui m'a botté, mais là je me suis dit ok, je vais vraiment me mettre dedans. Et c'est vrai qu'en fait dans le scouting, par exemple, je sais que dans Scoot Anderson, quelque chose qui, même moi en regardant et même en me renseignant un peu chez les autres scouts, en fait quelque chose qui était vachement pris en compte, enfin
pris en compte, en tout cas pas vachement, mais pris en compte, c'était sa capacité à jouer sans ballon. Et ça, je me demande si c'est pas en fait nouveau, et si ça va pas amener du coup une nouvelle méta des franchise players. C'est-à-dire, ok, bon bah quand t'as plus le ballon, est-ce que ton jeu sans ballon est important? Si on joue à deux soleils comme tu dis, si on joue à deux soleils, il faut, en fait, ça sert à rien d'en avoir un sur le terrain s'il fait rien. Est-ce qu'il est capable de jouer un peu off-ball? Voilà. Donc c'était un peu une pensée que j'ai sur l'avenir et sur est-ce que c'est pas déjà en train d'arriver en fait cette mise à jour entre guillemets des futurs ball handlers héliocentriques quoi. Bah, c'est intéressant, mais du coup, tu sauras plus que moi, mais j'ai envie de te renvoyer la balle parce que j'ai l'impression que sur cette draft, donc moi, j'ai lu à posteriori de la draft, j'ai pas tant suivi, donc je vais être honnête, mais sur justement Scoot notamment qui était vu, donc je mets Victor de côté, qui est un profil de prospect, tout le monde est au courant, ça n'arrivera, je sais pas si ça arrivera de nouveau, mais en tout cas, c'est jamais arrivé jusque-là, donc c'est un profil un peu différent. Mais justement, Scoot est très haut, comme tu l'as dit, avec ses nouvelles qualités peut-être qu'on va chercher, et malgré un défaut qui était quelque chose qui pourtant mettait énormément en avant justement dans cette période, cette période phase de l'héliocentrisme, on va l'appeler comme ça ici, qui était l'arme du pull-up, et qui est quelque chose qui est toujours important, et quelque chose dont on va reparler aussi dans le DH20, parce que c'est quelque chose dont on a toujours besoin en play-off. Tu as besoin d'un joueur capable de mettre des pull-ups, de faire cette décision tout seul, et Scoot est quand même clairement, sauf du côté de Charlotte, mais manifestement clairement pour le reste du monde, était clairement donc le pick sauf pour Michael Jordan dans un monde, voilà, sauf pour Michael Jordan, était clairement le pick 1 dans un monde sans Victor, quoi. Je vais dire ça comme ça, Baptiste. Et est-ce que tu penses que c'est vraiment une évolution globale où vraiment le pull-up a perdu en valeur, ou c'est peut-être aussi que dans cette draft il n'y avait pas justement un mec avec le skill set suffisant plus l'arme du pull-up pour arriver à ce niveau-là? Bah alors c'est clair que déjà dans cette draft, dans cette QV, t'avais pas un joueur qui en fait Scoot, faut bien comprendre que c'est presque un talent générationnel aussi quoi. C'est en fait si tu enlèves le pull-up et un peu le shoot, même si il est pas ridicule, je crois qu'il a 75% relancé, c'est pas non plus c'est pas non plus les frères Thompson. C'est pas Ben Simmons quoi. Ouais voilà, Amen Thompson qui est drafté en 4, il est à 65% il me semble. Mais en fait du coup Scoot déjà est un talent énorme, et avoir par exemple si Scoot avait le pull-up, je pense vraiment que là on parle d'un prospect, mais il y aurait pas eu de débat sur le 2, et voilà, je dis il causerait sans doute pas avec Victor, mais dans toutes les autres drafts du coup des 10 dernières années, il serait forcément un. Et du coup, je pense que il y a un effet de dans cette draft, il y a personne qui avait le skill set suffisant et le pull-up. C'est-à-dire les joueurs qui ont le pull-up arrivent en fait assez tard dans la draft cette année. Je pense, là je l'ai pas sous les yeux, mais il faudrait descendre jusqu'à des joueurs 10-11 je pense, pour avoir des joueurs capables de pull-up. Et après, en vrai, dans les prospects, des prospects jeunes qui sont des porteurs de balles et qui ont le pull-up, il y en a quand même pas énormément. Et c'est aussi pour ça que à l'époque, on en parlait en off, avant que ça commence, on parlait de lui, mais c'est aussi pour ça que Markelle Fultz était un prospect générationnel. C'est parce que à 19 ans, il avait un pull-up déjà indéfendable. Donc voilà, je pense que Scoot, il y a surtout un effet de, en fait, dans cette draft, déjà il y a un effet de, il a un skill set de dingue, hormis son pull-up, et il y a ce côté, mais en fait personne n'avait le pull-up avant des joueurs qui sont en fait juste d'un autre calibre, quoi. Moi, ce qui me fait penser, je réagis à ça, c'est aussi, les gars, il faut penser en concentration de talent, en fait. C'est-à-dire que t'arrives, et la plupart du temps, Scoot, Michael Jordan n'aurait pas été Michael Jordan, il serait arrivé avec la Melo Ball, en fait. Là, il arrive avec Damian Lillard. Donc, en fait, il y a cette question de, il y a tellement de talent, en fait, dans quelle franchise tu peux arriver en tant que prospect actuellement où il n'y a pas de porteur de balle ultra dominant sur le ballon. San Antonio, c'est la seule exception, genre. Je veux dire, et peut-être Houston, parce que bon, c'est Houston, donc c'est un peu de l'art abstrait actuellement, mais autrement, t'arrives partout, il y a un porteur de balle. Je veux dire, même à Détroit, qui était un peu en difficulté, t'as Cade. Donc en fait, tu t'arrives partout, n'importe quelle équipe même du top 10 de la draft, qui sont donc les équipes en difficulté, tu as un porteur de balle. Donc c'est peut-être ça aussi qui est important, c'est qu'il y a tellement de concentration et tellement de mecs qui ont été entraînés pour porter la balle, que être entraîné à ne pas la porter devient une capacité aussi, tout simplement. Et c'était sportif. Vas-y, Baptiste, je te donne.
Non, mais oui, c'était juste pour dire, bah ouais, mais en fait, ça revient à ce qu'on disait avant. C'est-à-dire qu'une star aujourd'hui, il faut qu'elle soit capable de faire autre chose que juste porter la balle, quoi. C'est ça, il faut être capable d'autre chose. Et c'est pour ça que moi, j'aurais adoré avoir Scoot à Charlotte, outre le fait que c'était le numéro 2 clair. C'est aussi parce qu'en fait, tu te dis, si t'as Scoot et Lamelo, ça va peut-être forcer Lamelo à développer un jeu off-ball. En plus, Lamelo, c'est un vrai tireur d'élite. Donc, voilà, un petit regret. Est-ce que tu m'en veux, Bin, si je relance un sujet pour 5 minutes avant que tu puisses faire ta conclusion? Vas-y. Alors, non, parce en fait, non, t'es obligé de demander à Baptiste parce que c'est son émission. Oui, c'est vrai que c'est Baptiste, c'est son podcast. Baptiste, est-ce que ça te dérange si je te relance sur un sujet? Mais tu l'avais mis un peu dans ta trame, donc je pense que ça va s'intéresser. Franchement, voilà. Ça me dérangerait que tu ne le fasses pas. Eh bien, faisons-le. Non, mais parce que c'est justement parce que ça me fait penser quand on parle de Scoot, qui est notamment un joueur avec des attributs physiques assez particuliers, et c'est un sujet que tu avais un peu mis, je trouvais ça assez intéressant, c'est celui de la taille des ball handlers, parce qu'on l'a dit, alors des soleils de manière globale, mais là, on va parler des ball handlers aussi. C'est que c'est un peu un a priori qu'on a de vouloir avoir toujours un primary ball handler, un soleil de plus en plus grand. On a l'impression que c'est le cas parce qu'on a en tête justement LeBron James ou Luka Doncic récemment et quelques gars comme ça. Et finalement, je voulais juste te lancer dessus pour voir ce que t'en penses, parce que finalement, moi j'ai l'impression en recherchant vite fait que c'est pas nécessairement le cas, qu'on n'est pas forcément de plus en plus grand du côté du ball handler, c'est juste qu'on s'uniformise comme tout le reste du basket. Ouais, bah c'est intéressant, mais je dirais qu'il y a plus en fait, comment dire, ce côté dont Jokic a participé, LeBron a participé, KD a participé, en fait de casser la barrière du poste du ball handler. C'est-à-dire, en fait, les meneurs, oui, bon, ils grandissent, etc. Les meneurs de jeu un peu classiques grandissent en taille, etc. Comme tout le monde. Et même aujourd'hui, tu vois des anomalies. Amen Thompson, il fait la taille d'un ailier, il va jouer meneur, hein, donc c'est assez dingue. Mais en fait, c'est plus, je pense, le changement, il se situe au niveau du poste du ball handler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as, par exemple, à Denver, un Jokic capable d'être le primary ball handler. Qui remonte la balle. Même, on l'a dit, à Miami, Bam Adebayo peut remonter la balle et être, du coup, par séquence, on va dire un peu ponctuelle, le premier ball handler. Donc c'est plus là-dessus, je pense qu'il y a un changement, c'est plus sur le poste, plus que sur comme les meneurs qui grandissent, quoi, qui est un peu une idée qu'on aimerait se faire, que on va finir tous avec des joueurs de 2 mètres partout, un mec de 2 mètres 15 à l'intérieur, et ensuite surtout, quoi. Ah c'est cool, non mais c'est exactement la réponse que j'attendais, je pense qu'on est raccord et c'est un sujet, voilà, comme ça je peux faire un teasing, c'est un sujet dont on parle chez De Kebdo, peut-être qu'on l'abordera, mais cette histoire de changement entre le poste classique, donc tu as dit Baptiste, donc du meneur, qui ne grandit pas nécessairement, hein. J'ai regardé les stats, c'était 1m87 en moyenne en 2013, en 2022 c'était 1m89, on a gagné 2 cm. Bon, c'est pas la révolution. Faudrait peut-être voir les envergures parce que j'ai juste regardé la taille moyenne. C'est peut-être un peu différent. Mais au-delà du poste classique, c'est le rôle qui est important. Le rôle des deux côtés du terrain qui peut être différent. On a des joueurs qui sont entre guillemets le meneur de jeu, donc ce qu'on appelle maintenant un ball handler principal, en attaque et sont, ailiers en défense. Et vice versa d'ailleurs, certains joueurs qui vont défendre sur le meneur et qui en attaque vont être justement dans les équipes de LeBron James, le meneur de jeu c'est un défenseur sur le porteur de balle en défense et en attaque ça peut être un mec dans le corner ou des mecs comme ça. Donc effectivement, en plus de la stratégie globale, il y a aussi l'évolution de comment on aborde le basket. Et peut-être que la notion de poste, plus ça va, moins elle est pertinente et peut-être qu'on devrait plus parler de plus en plus en termes de rôle, en tout cas quand on parle de chaque joueur en NBA. Il y a pas mal de modèles, il y a pas mal de modèles aux États-Unis. Je crois que le modèle de Basketball Index, il fonctionne plus du tout par poste, il fonctionne par rôle. Même sur Cleaning the Glass, les joueurs sont classés par rôle, c'est-à-dire rôle offensif et rôle défensif, comme dit, parce que en fait tu peux faire comme dit la taille d'un meneur classique et avoir 2 rôles complètement différents des 2 côtés du terrain. Ouais, Basketball Index, c'était un des sites que beaucoup de gens utilisent maintenant. Et effectivement, je l'avais en tête, qui justement commence à faire ça. Effectivement, c'est un sujet intéressant. C'est une ouverture, de fin de podcast, Ben. Donc finalement, c'est une relance, mais peut-être que tu nous la pardonneras. Bien sûr. Mais après, en tant que podcasteur, et suivez la suite de Dunk & Friends, qui aura peut-être un épisode sur les podcasts, pour moi, là où je trouve que c'est la meilleure manière de traiter le basket, mais ça demanderait une pédagogie vis-à-vis de l'auditeur, d'expliquer à chaque fois quel est le rôle, qui est trop compliqué en fait. En gros, il faut que l'idée
germe, il faut vraiment que ça rentre dans les consciences de tout le monde pour qu'on puisse l'utiliser. Parce que par exemple, si il faut expliquer ce qu'est l'archétype de d'encre défensive, même si celui-ci peut être compris, mais tous les archétypes que peut utiliser Basketball Index, ça demanderait trop de... Même si c'est... En fait, pour moi, c'est encore limité à une partie des aficionados complètement sur. On peut le dire, des nerds de NBA dont on fait partie, vas-y. Complètement, ouais. Non mais oui, mais je pense que c'est un truc qui, à terme, j'espère en tout cas, va commencer à toucher le grand public. Et en fait, c'est un peu comme tout. Je pense que tu vois les stats les stats avancées. J'espère que à terme, les gens parleront plus de points par tir que de pourcentage au tir, par exemple. C'est ce qui fait beaucoup plus de sens, ou des trucs comme ça. C'est des trucs qui, je pense, sont pour l'instant pas du goût du grand public, etc. Pas dans les mœurs tout simplement, et qui vont finir par arriver. Je pense qu'aujourd'hui on va finir, je sais pas quand ce sera, mais par parler beaucoup plus de rôles. Quand on va avoir une NBA où voilà, sur les 30 équipes, t'as 5 équipes où le primary ball handler c'est leur pivot en défense entre guillemets, on pourra plus l'appeler vraiment pivot, quoi. Eh ben on va conclure là-dessus. Elle est magnifique cette. On en a parlé. Je prends la voix de Fabrice Drouel pour terminer. Adrien, on a terminé. Alors comment ça s'est passé, Baptiste? Est-ce qu'on est méchant? Est-ce qu'on fait peur du coup? Alors là, je sais même pas combien de temps on a enregistré. Mais alors déjà le sujet c'était de l'éclate. Je pense qu'on aurait pu faire 3 heures dessus si on n'était pas à record. Mais voilà, c'était trop cool. C'était vraiment génial, les gars. C'était vraiment trop bien. Eh ben, on est content. On espère que là, on était Médaille Fields. On était sur de la mathématique NASA, Adrien, Excel. On était un peu sur. Ça peut paraître parfois très théorique, mais en tout cas, on espère que vous avez apprécié, et on espère que vous avez apprécié ce second épisode du coup de Dunk & Friends. On rappelle, vous pouvez retrouver Baptiste a.k.a. Penny Bergkamp, parce que oui, c'est un fan à la fois de Penny Hardaway et de Dennis Bergkamp. On peut le retrouver sur Twitter, tout va être mis dans la description. On peut également te retrouver sur le NBA Dreamcast Show, et on te retrouve également à la plume, parce que tu ne fais pas que du podcast, sur le roster. Vous pouvez retrouver Dunk Hebdo partout, notamment sur Spotify, ça sera la vanne de tous les Dunk & Friends. Du coup, vous pouvez nous retrouver partout, et également sur YouTube, sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre les étoiles, à mettre les pouces, à mettre toute forme de notation, quelle qu'elle soit, sur votre plateforme préférée. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dunk & Friends. Merci Baptiste, et puis salut, à très vite.